Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un exercice de style, c'est-à-dire que notre enregistrement de la session initiale n'a pas marché. Donc nous avons demandé à Michel Anthony, et qui a gentiment accepté, de revenir faire sa présentation. Et donc nous allons faire une présentation comme si nous étions en direct. Merci Michel, bonjour à toutes et à tous. Donc pour ce sujet un petit peu particulier d'envisager les progrès, cette renaissance thérapeutique des psychédéliques en addictologie, je vous propose d'abord de faire le vide. Vous ne savez rien, vous effacez tout ce que vous avez en mémoire, vous n'avez jamais entendu parler de la révolution californienne ou culturelle et sociétale qui a pu se passer dans les années 60, vous ne connaissez rien à l'art psychédélique à la fois musical et graphique, vous ne connaissez rien des fantasmes dans quelques dimensions qui se portent autour de ces substances, ni des interdits qui les concernent. Et vous vous placez, par exemple, donc la page est blanche et on va la commencer un jour d'avril 1943, le 16 avril très particulièrement, en milieu d'après-midi, dans un laboratoire aseptisé, froid, blanc, d'une grande entreprise pharmaceutique mondiale dans les environs de Bâle, en Suisse. Et on a là un homme qui est un chimiste jeune, mais déjà connu, puisqu'il a travaillé pendant des années avec son équipe sur un parasite des céréales qui est l'ergot du seigle. On voit, c'est ces petites excroissances qui sont là. Et ils ont isolé au milieu des années 30 le principe actif qui est l'acide lysergique. Alors ils savaient qu'il y avait cet ergot du seigle donnait de grandes épidémies, en particulier au Moyen Âge, dans les plaines d'Europe centrale, des épidémies où les gens étaient atteints de troubles de démence, mais aussi de troubles vasculaires. Et puis on disait aussi que ça avait quand même un intérêt thérapeutique. Donc c'est pour ça qu'ils sont intéressés à ce parasite. À partir de cette acide lysergique, ils ont synthétisé un certain nombre de molécules, comme on fait, et puis deux ont eu un intérêt thérapeutique immédiat et continuent d'être connus, puisque c'est la dihydroergotamine et le métergin. Et puis, ils en avaient métabolisé, synthétisé une vingtaine d'autres qu'ils ont laissés de côté dans un placard, qui avaient peu d'effets thérapeutiques. Et ce jour d'avril 1943, il a ressorti l'échantillon, le flacon numéro 25. Il travaille dessus depuis un petit moment, lorsque tout à coup, il est pris de nausées, de vertiges, de sensations d'angoisse. Et donc, il va rentrer chez lui assez rapidement. Quand il arrive chez lui, il se repose et tout d'un coup, il est assailli par des jets de couleurs lumineux, comme une fontaine multicolore qui vient sur lui, qui l'enrobe, qui repart. Et c'est un spectacle fantasmagorique, fantastique, un vrai kaléidoscope de couleurs, tout à fait merveilleux, qui le passionne pendant environ 2 heures, et puis qui cesse et il s'endort. Alors, il est assez intrigué par cette expérience et il pense que, en ayant manipulé cet échantillon numéro 25, peut-être qu'il y avait un petit peu de produit qui, par voie transcutanée ou transmuqueuse, a pénétré dans son organisme. Il en discute avec le directeur du laboratoire Sandoz, puisque nous sommes dans les usines Sandoz, et il décide le lundi suivant d'en prendre, mais de manière volontaire, en auto-expérimentation, à la dose minimale, qui est une dose de 250 microgrammes. Donc, il va ingérer cette dose en milieu d'après-midi, là aussi, en présence de son assistante, qui va colliger tout ce qui se passe. Et de nouveau, 1 heure après, il est pris par le même malaise, mais cette fois-ci beaucoup plus intense. Il va rentrer chez lui, alors à ce moment-là, en vélo, mais dans une course hallucinée, enfin, extrêmement, où il prend tous les risques, tout à fait inconscient. Et il arrive chez lui, il est pris d'une oppression, d'une sensation d'angoisse extrêmement intense, une sensation presque de mort imminente, et l'impression que les murs vont s'abattre sur lui, que la maison va s'effondrer, qu'il est possédé par une puissance qui a pris possession de son corps, et il rejette un petit peu toutes les aides qui viennent là, jusqu'à ce qu'un médecin arrive, l'examine, ne trouve rien. Il va s'allonger sur son canapé et de nouveau, il est pris par les mêmes visions que quelques jours auparavant, mais de manière beaucoup plus riche, puisque elles s'enrichissent, puisque les couleurs ont un son, et puis les bruits de la rue qu'il entend ont des couleurs, et puis il y a des odeurs particulières parfaitement tout à fait agréables qui lui parviennent, et puis il a une sensation d'hyperesthésie cutanée, une expérience assez totale, assez mirifique, qui le possède pendant environ 2 heures jusqu'à ce qu'il s'endorme, reposé. Et le lendemain matin, lorsqu'il se réveille, il a l'impression qu'il voit son jardin, qu'il voit la nature comme il ne l'a jamais vue, d'une manière beaucoup plus intense. Alors avec son patron, qui est donc le directeur, il décide de commercialiser, de réfléchir au potentiel thérapeutique de cette substance qu'ils vont appeler le LSD 25,
puisque c'est le 25e échantillon. Donc c'est le diéthylamide, en fait c'est la traduction en allemand du diéthylamide de l'acide lysergique. Ils vont penser qu'ils tiennent là, ça nous paraît peut-être incompréhensible actuellement, mais il faut se replacer donc devant une page blanche, un médicament, alors qu'on en manque tant, pour les troubles psychiques, et ils décident de le mettre à disposition de psychothérapeutes, des psychiatres, des neurologues, et en particulier, ils pensent au traitement des psychoses, ou alors pour aider à des psychothérapies. Donc il racontera tout ça dans un petit livre qui s'appelle LSD, Mon enfant terrible, et on voit la petite course en bicyclette, mais aussi Mon enfant terrible, c'est parce qu'il a connu le passé, la manière dont ça s'est créé, et puis l'avenir. On voit qu'ils le mettent à disposition d'un certain nombre de cliniciens, et là, j'ai colligé juste quelques études françaises, donc ça s'appelle le Délicide, c'était à la concentration qu'il avait pris. On voit que Jean Delay, par exemple, qui est le psychiatre, qui est un peu le grand patron de la psychiatrie française et mondiale, qui a instauré les traitements par neuroleptique, ben, travaille sur l'acide lysergique dès 1958. On voit que quelqu'un qui ne s'appelle pas encore Claude Olivenstein fait sa thèse sur le LSD. On voit qu'il y a des travaux sur le LSD et l'alcoolisme. Et puis, moi qui suis marseillais, peut-être comme beaucoup d'entre vous, ben, on voit qu'un très grand patron de la faculté de médecine de Marseille, qui s'appelle Henri Gastaud, qui a beaucoup travaillé sur l'épilepsie, qui a travaillé sur l'électrogénèse, et ben, fait une étude sur le LSD, sur des volontaires sains, probablement des étudiants en médecine. Donc on voit qu'il n'y a pas de tabou. Là, on est vraiment dans la recherche fondamentale et on a une vision qui est tout à fait différente de ce qu'elle est actuellement. Et pendant une décennie environ, plus d'un millier d'équipes va travailler sur ce sujet et faire des publications sur ces thèmes. Le rôle d'Albert Hoffman ne va pas s'arrêter là, il va travailler aussi à une meilleure compréhension de ce qu'on appelle les plantes hallucinogènes. Alors je vous en ai récapitulé quelques-unes là. On voit ce cactus qui est le peyote avec ces petites excroissances blanches où il y a le produit actif qui est la mescaline. On voit des hippomées, on voit la buisson de datura. On voit des champignons qui sont des amanites tumouches, plutôt en Sibérie. Et puis, il a surtout beaucoup travaillé sur ces tout petits champignons qui font une dizaine de centimètres avec leur queue, petit chapeau, qui vont être découverts, redécouverts au milieu des années 50. Alors l'histoire en est assez intéressante. C'était des champignons dont on connaissait le pouvoir hallucinogène, qui était même un pouvoir dit, c'était les plantes divines, les plantes magiques des Mexicains de l'Empire aztèque. On voit qu'ils étaient célébrés. Là, on a retrouvé un tas de petites statues. Mais ces plantes dont on gardait la mémoire à la fois par ses souvenirs archéologiques, mais aussi dans des recueils de savants espagnols au moment de la conquête, avaient totalement disparu. Et il a fallu qu'un Américain, au milieu des années 50, alors l'histoire est un petit peu amusante, c'est un banquier, c'est un vice-président de la JP Morgan Bank, donc qui avait des moyens financiers, mais au lieu de s'acheter des yachts ou des propriétés magnifiques, il préfère aller dans le fin fond du Mexique, dans la jungle, y aller de manière très prudente, très humble, et se faire accepter par la population locale, et en particulier par une chamane, une curandera, une guérisseuse, qui va lui faire découvrir ce champignon jusqu'alors inconnu. Il va en ramener un célèbre spécialiste des champignons français qui s'appelle Roger Hay, et ils vont en ramener et essayer de trouver le principe actif. Et pour ça, ils vont solliciter Albert Hoffman. Alors ce champignon, ils vont l'appeler Psilocybé mexicana. Et Albert Hoffman va retrouver de nouveau le principe actif et il va avoir la surprise de mettre en évidence que le principe actif, le noyau du principe actif de ce champignon est le même que le noyau du principe actif du parasite qu'il y avait sur les céréales, hein, donc du LSD qu'ils avaient synthétisé après. Et dans le même temps, il y a des chercheurs, mais d'autres équipes, qui trouvent une certaine similitude entre ça et une hormone dont on pensait qu'à ce moment-là, elle était exclusivement du tractus digestif, une neurohormone digestive qui est la sérotonine. Et frappés par cette similitude, ils vont en rechercher dans le cerveau et c'est grâce à ça qu'on saura, avec les avancées thérapeutiques et toutes les connaissances qu'on a depuis, que la sérotonine est présente au niveau du cerveau. C'est indirectement par cette découverte de ces substances. Alors, il y a d'autres personnages qui vont rentrer dans cette histoire. Moi, il y en a un qui m'intéressait plus particulièrement, qui s'appelle Aldous Huxley, à plusieurs titres. Aldous Huxley, c'est le père du meilleur des mondes, le romancier. Et un jour, il s'intéresse beaucoup à ce qui est les modificateurs de la conscience, hein, en particulier dans ses romans, mais aussi dans des essais, dans des travaux. Et un jour, il demande à un psychiatre canadien qui s'appelle Humphrey Osmond de lui faire essayer la mescaline. Donc, il va faire en 1953 une expérience dans sa maison à Los Angeles, une expérience de la mescaline, une expérience qui n'a pas l'intensité de celle qu'avait vécue Albert Hoffman, mais qui est quand même suffisamment intense, suffisamment marquée comme
la perception d'une réalité qui lui échappait, hein, plutôt dans l'environnement, plutôt qu'au fin fond de lui-même. C'est plutôt l'environnement qu'il perçoit de manière différente. Et il va raconter ça dans un petit essai qui paraît quelques mois plus tard, qui s'appelle Les portes de la perception. C'est un terme qui est repris d'un poète anglais et qui est l'idée que si les portes de la perception étaient mieux nettoyées, on verrait la réalité telle qu'elle est, hein, entière. Et donc, en fait, que nous, on ne perçoit qu'une partie de la réalité. Alors, dans ce petit essai qui est très vaste, hein, il y a un abord scientifique, médical, politique, éducatif, religieux, mystique, etc. On s'intéressera plutôt à la partie scientifique qui, pour un intellectuel, est intéressante. Il imagine que le cerveau est comme un filtre et qu'on filtre en permanence une toute petite quantité d'informations de ce qui nous parvient, parce que si on percevait tout, on ne ferait plus rien. Donc, une petite partie qui est utile à notre vie quotidienne. Et que parfois, on peut, donc ce filtre, l'élargir, permettre à plus d'informations arriver au niveau du cerveau. C'est en particulier dans certaines pratiques mystiques, comme les yogis, des exercices respiratoires, des exercices de transe, mais aussi certains produits, végétaux en particulier, peuvent le faire. Et il dit que ces substances permettent d'ouvrir ce filtre. Alors, ces substances, ils ne savent pas trop comment, avec Humphrey Osmond, comment les nommer. Il semble qu'hallucinogène ne correspond pas tout à fait à ce qu'ils perçoivent. Il faut qu'ils inventent un nouveau mot. Et donc, ils y réfléchissent. Et par poème, c'est Humphrey Osmond qui aura cette phrase assez célèbre. Pour comprendre l'enfer où surgira Angélique, prenez juste une pincée de psychédélique, donc de psyché l'âme, et de délos révéler. Donc révéler l'âme. Et tous les deux, à la fois Osmond sur le plan scientifique et médical et Huxley sur le plan intellectuel, vont faire admettre au monde ce terme avec le succès qu'on connaît depuis. Très anecdotiquement, les ports de la perception va avoir un très grand engouement dans le milieu artistique aussi. Et si Jim Morrison a donné son nom à The Doors, c'est à cause des ports de la perception. Alors, Aldous Huxley, il a dans ce petit livre qui fait une soixantaine de pages, mais qui est extrêmement intéressant, une vision extrêmement moderne de la dictologie. J'aime bien citer cette phrase où il dit que finalement, si les individus, les hommes, les femmes de tout temps, et que probablement on ne pourra jamais s'en passer, ont besoin de substances psychoactives, c'est qu'on a une vie douloureuse, monotone, il y a un besoin de s'évader, un besoin de recherche, un besoin de transcendance, un besoin d'explication du monde, et que finalement, ces substances, c'est une réponse à toutes ces attentes. Je trouvais toujours cette pensée extrêmement moderne, puisqu'elle a été écrite en 1953, une vision. Il s'intéressera aussi à la production de ces substances. Enfin, il aura toute une réflexion sur ce thème des usages et des mésusages aussi, d'ailleurs. Alors, vous le savez, on est là dans un cénacle jusque-là extrêmement fermé d'intellectuels et de chercheurs, et puis tout d'un coup, ça va exploser, ça va sortir pour des raisons qui sont un peu longues à expliquer, mais en particulier en Californie, du côté de Los Angeles, ça va émerger dans les campus, dans les milieux intellectuels, dans les milieux universitaires, et puis aller au-delà, et avec le succès, si on veut, ou en tout cas la révolution culturelle, la révolution sociétale de toute une jeunesse, en particulier des États-Unis initialement, sous deux visions. Une vision qui est assez libération des sens, et on va laisser exploser les couleurs, la musique, la frénésie, avec Ken Kesey, qui est l'auteur de Vol au-dessus d'un coucou, et puis sur une version beaucoup plus intellectualisée, théorisée, philosophée, avec Timothy Leary, qui est un professeur de psychologie d'Harvard, qui va l'essayer, qui va dire qu'il faut que tout le monde en profite, mais pour découvrir une certaine forme de philosophie de vie, de philosophie un peu tirée de la philosophie bouddhique ou des philosophies asiatiques. Et donc ces deux visions vont amener cette grande révolution, et ces grands mouvements de foule qui finalement vont être interdits dès 1966 en Californie, en 1968 aux États-Unis, et puis en 1971 au niveau d'une convention internationale de l'ONU, au prétexte de la dangerosité de ces produits et de leur absence d'intérêt thérapeutique. En fait, il faut bien voir que ça a été interdit initialement. Alors certes, on ne va pas minimiser, il y a des risques. Ceux-ci sont en particulier des risques accidentogènes. Au moment où on est un peu désinhibé, on peut penser qu'on va pouvoir voler par la fenêtre, qu'on va pouvoir traverser une vaste autoroute américaine ou se baigner dans un lac gelé. On va pouvoir avoir
en particulier des épisodes de décompensation d'allure psychotique, alors qui sont en général très transitoires si on n'est pas prédisposé, mais qui peuvent être des formes beaucoup plus sévères sur des psychoses avérées. On peut avoir une petite criminalité, on a des grands déplacements de foule, initialement dans des toutes petites communautés qui s'auto-géraient bien, mais tout d'un coup qui sont dépassées, donc il y a une petite criminalité qui va s'instaurer, mais en fait si ça a été interdit, c'est surtout parce que ça remet en cause le fonctionnement de la société américaine de cette époque-là, qui est une société qui est toute tournée vers l'ordre, le pouvoir, la domination mondiale, à la fois économique et militaire. Et donc là, il y a une jeunesse qui refuse de partir à la guerre du Vietnam, il y a une jeunesse qui refuse une vision mercantile du monde, une vision utilitariste qui veut revenir à la nature. Et donc tout ça met en péril l'impérialisme américain. Et donc la vraie raison principale de l'interdiction, c'est quand même cette remise en question. Et pendant une quarantaine d'années, il y a un blackout total, on n'en parle plus, c'est dangereux, ça détruit les cerveaux, jusqu'à ce que, alors je date de cette étude de 2010 du Lancet, mais enfin, c'est une parmi d'autres révélations, mais en tout cas, c'est celle qui a le plus marqué. Il y en a eu d'autres après qui ont un peu modifié à la marge, mais en gros, qui étudie donc dans le Lancet par une équipe londonienne qui étudie un petit peu les dommages liés aux substances psychoactives, aux drogues, à la fois aux utilisateurs et à la société. Et on voit que ça remet complètement en question ce dogme de la dangerosité des substances psychédéliques, même si le danger n'est pas nul. Et on voit qu'on voit à la fois des substances licites et illicites. Vous le connaissez ce tableau, hein, donc on voit que l'alcool vient en premier ou à égalité avec l'héroïne, et bien le crack, la cocaïne, le tabac est aussi bien placé, puis que ce n'est qu'à la fin du panel, à la queue du peloton, qu'on retrouve ces substances. Donc finalement, les effets indésirables ne sont pas nuls, mais sont quand même très relatifs par rapport à des substances qui sont d'usage beaucoup plus commun. À partir de là, dans les années 2010, 2016, 2014, 2016, il y a beaucoup de progrès qui vont être faits sur le plan de la compréhension neurobiologique, neurophysiologique de leurs mécanismes, grâce à des études de neuroradiologie, en particulier là aussi les équipes londoniennes sont bien placées. On voit là avec le LSD une étude contre placebo ou en IRM où on stimule visuellement. Et ben, chez le patient témoin, ben, on a une excitation du lobe occipital, ce qui est normal, et chez le patient sous LSD, on a une excitation beaucoup plus complète, beaucoup plus riche, beaucoup plus dense, beaucoup plus étendue de tout le cortex cérébral. La photo d'à côté, c'est un peu la même équipe, c'est avec la psilocybine, avec une autre technique, et on voit que sous placebo, on a très peu de connexion entre des zones différentes du cortex, et à l'inverse, sous psilocybine, on a une hyperconnectivité extrêmement riche, après une pelote de LED, qui explique ces fameuses synesthésies qu'on avait vues, c'est-à-dire que le cortex, enfin, les zones qui jouent dans la vision peuvent rentrer en contact avec les zones qui interviennent dans l'audition, avec d'autres zones et d'autres sens, et ce qui explique cette richesse d'expérience. Il y a un deuxième mécanisme extrêmement important qui est mis en jeu, c'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Il faut se rappeler là l'idée d'Aldous Huxley du filtre. Et ben, c'est exactement ce qui va être mis en évidence, c'est que ce réseau de mode par défaut, c'est un petit peu la manière dont notre cerveau fonctionne lorsqu'on ne fait rien. Et donc, on voit qu'il est un peu replié sur lui-même, sur ses idées. Plus ce réseau de mode par défaut est stimulé, plus il est intense, plus les pensées ou les pensées qui sont en son sein sont un peu monochromes. Hein. À l'inverse, si ce réseau de mode par défaut, on le réduit, finalement, ce filtre s'ouvre, hein, et donc on a une vision beaucoup plus multicolore du monde et des pensées. Donc finalement, là, ici, on a la rumination sur soi-même, hein, et là, on a plus une ouverture au monde et aux stimuli extérieurs. Il y a un deuxième phénomène qui intervient, c'est une espèce de plasticité au niveau des neurones. Et donc là, on voit que dans certaines maladies mentales, en particulier dans la dépression, on a une espèce de raréfaction des dendrites qui fait qu'il y a moins de connexions intersynaptiques, donc moins de richesse de contact. Et à l'inverse, sous psychédélique, eh bien, on a des facteurs de croissance, on a une prolifération, une plus grande richesse de ces connexions et donc beaucoup plus de stimulation. Vous aurez dans les documents qu'on vous donne
cet article qui est dans la lettre du RESPAD, qui est très riche, qui raconte un petit peu l'histoire que je vous ai dit, et aussi il y a des témoignages d'utilisateurs, à la fois l'explication neurobiologique et des témoignages de l'utilisateur et leur incidence sur les pratiques addictives. Alors finalement, quels sont les mécanismes d'action qu'on peut définir? On voit 3 niveaux de mécanismes d'action. On avait vu qu'il y avait une relation avec les sérotonines et donc évidemment on joue sur les récepteurs à la sérotonine, hein, donc une activation de ces récepteurs. On joue sur d'autres neurotransmetteurs comme le glutamate, on augmente la neuroplasticité et puis on active une activation, une réduction de l'inflammation, une activation des neurones récepteurs. On a un deuxième niveau qui est le niveau cognitif qui est finalement la pression de filtration est moins forte, on la réduit, donc du coup on a une augmentation de l'afflux de la connectivité et de l'afflux à des pensées extérieures, à des informations extérieures. Hein. Et puis le troisième niveau, c'est que ça induit une expérience psychologique tout à fait intense, une expérience mystique, un peu de dissolution. On s'ouvre au monde, donc l'ego n'est plus refermé sur lui-même, et parfois même jusqu'à un phénomène de dissolution. On a une cassure de ces phénomènes compulsifs, de ces habitudes, de ces phénomènes comportementaux qui tournent sur eux-mêmes. Et puis, on a une expérience de terrifiant, mais qui peut le plus souvent être merveilleuse, mais parfois elle peut être terrifiante, hein, qui survient. Donc, une expérience psychologique extrêmement importante. Donc, on en est là à la fin des années 2010 avec beaucoup d'études, en particulier dans les pays anglo-saxons, mais en France, il n'y a aucune information qui circule. Dans la littérature, il n'y a rien et on n'en entend jamais parler jusqu'à ce qu'une jeune journaliste du Monde s'intéresse à ces sujets. Alors Stéphanie Chaillet était journaliste au Monde à New York et puis elle entend parler de cette renaissance thérapeutique des psychédéliques dans ses enquêtes. Elle va enquêter justement dans les laboratoires, dans les hôpitaux universitaires américains et puis dans le même temps, elle a un cancer du sein qui est assez traumatisant et donc elle entend dire que ça peut participer à une amélioration de l'acceptation de la maladie, de l'enlever de l'angoisse et donc elle va elle-même utiliser un peu ces substances dans ce but thérapeutique personnel. Et elle va rapporter à la fois cette expérience personnelle, mais aussi toute l'enquête qu'elle a fait dans ce livre qui s'appelle Fantastica, qui est paru chez Grasset. À partir de là, ça va être repris dans les médias. Michel montre aujourd'hui encore un article dans les médias, mais à partir de 2020, on commence à voir dans les magazines, à la radio, entendre des émissions, on commence à en suivre à la télévision, il y a parfois des petits écarts, donc on commence à sentir que ça bouge un peu, et dans les revues médicales aussi, je vous ai montré la du RESPAD, il y a d'autres revues, là c'est le courrier des addictions, parce que j'ai pris quelques données dedans, qui est au début 2021, qui va faire à la fois un éditorial et une mise au point. Alors, cette mise au point dont je vais vous reparler, je vous reparle juste avant des produits. Qu'est-ce qu'on appelle substances psychédéliques et lesquelles sont utilisées en addictologie, en psychiatrie? Alors, il y a les substances psychédéliques classiques, hein, celles qu'on a vues, hein, qui sont à point de départ, on va dire, végétal, donc le LSD, hein, malgré tout, même s'il est synthétisé, il y a un point de départ naturel, la psilocybine. On reparlera de l'ayahuasca plus tard, hein, qui est à base de DMT. Il y a la mescaline qui est très peu utilisée, et puis il y a d'autres qui sont tirés du venin de crapaud, là aussi, qui sont peu utilisés, mais qui pourraient être des voies utilisées, qui pourraient être des voies intéressantes. Et puis, il y a ce qu'on appelle, on y associe, alors c'est variable, des psychédéliques atypiques. Ce pas des psychédéliques. On sait qu'à l'inverse des substances dont on a parlé avant, plus naturelles ou de synthèse comme le LSD, dont on considère qu'elles donnent peu de phénomènes ou pas de phénomènes d'accoutumance, pas de phénomènes de dépendance, là on tombe sur des produits qui sont connus et dont on sait le caractère addictogène, mais qu'on associe parce qu'ils ont des effets assez proches. Il y a la MDMA, l'ecstasy, la kétamine, puis un autre produit qui est là aussi végétal, qui est l'ibogaïne, d'un petit arbuste africain, qui a donné des études, mais qui n'est pas très facilement, enfin, qui a des soucis cardiovasculaires, donc en gros, pour l'instant, on ne l'utilise pas. Donc en gros, on va s'intéresser au LSD, à la psilocybine, à la MDMA et à la kétamine. Alors dans ce tableau, excusez-moi, il est un peu complexe, un peu touffu, mais c'est juste, il résume où on en est en 2021. On a des travaux sur la dépression, et c'est en particulier la kétamine qui est utilisée, et donc la kétamine va avoir une autorisation de mise sur le marché à la fois aux États-Unis et en Europe pour cette indication sous forme de spray nasal, même si en Europe et en France en tout cas elle est très peu utilisée. Il y a quelques études sur la psilocybine qui montrent en particulier qu'elle est
au moins équivalente à un inhibiteur de la recapture à l'escitalopram, de la recapture de la sérotonine, donc au moins équivalente, voire un effet un peu plus intéressant, on va y revenir. On a des études sur l'anxiété de fin de vie, hein, donc c'est intéressant, sur le trouble, sur les stress post-traumatiques. Alors là aussi, c'était la MDMA qui a eu des études, qui est autorisée en Australie. On pensait qu'elle serait autorisée il y a quelques mois aux États-Unis, mais il y a eu des, dans des études qui ont été remises en cause parce qu'il y a eu probablement des abus ou des violences chez les patients qui étaient sous traitement. Donc, ça a nuit aux études. Hein, donc, ça aussi, il faut être extrêmement vigilant. Dans les troubles obsessionnels compulsifs, dans l'addiction à l'alcool, on va en parler très largement. Dans l'héroïne et la cocaïne, en fait, il y a eu des études préliminaires avec des résultats assez difficiles d'interprétation. Pour l'instant, il n'y a pas de perspective en ce sens. Et le tabac, on va en reparler aussi. Alors, à partir de 2021, il commence à y avoir dans les congrès, y compris en France, des données. Et là, par exemple, il y a un peu plus d'un an, il y avait ce congrès auquel un certain nombre d'entre nous ont pu participer, qui s'est tenu à Biarritz dans le cadre de THS. Il y avait un symposium complet que vous pourrez revoir. On vous mettra le lien, donc extrêmement intéressant. Je crois que là, il y en a 2 heures avec des gens de très grande pointure, donc que vous pourrez revoir. Vous aurez le lien avec la documentation qui vous sera remise. Et là aussi, je vais prendre quelques données de ce symposium et d'autres données par ailleurs. Alors, si on regarde sur PubMed, par exemple, qui est un peu la base de données des grandes revues médicales, donc avec comité de lecture, etc., on voit une vraie montée en puissance de ces données scientifiques, de ces recherches, hein, et on voit que depuis 4-5 ans, on a un pic, alors qu'on avait eu un petit pic dans les années 60, hop, qui s'était effondré, et puis tout d'un coup, il y a ce rebond, ce réintérêt, cette renaissance, ce renouveau de l'intérêt scientifique à visée thérapeutique. Alors, un des points qui est intéressant, c'est dans le tabac. Hein. Alors, il y a cette étude qui est une étude préliminaire qui avait été réalisée par les équipes je crois que c'est de Baltimore, enfin, c'est sur la côte est des États-Unis, qui montrait que la psilocybine prise en prise unique, ces produits comme le LSD, tous ces psychédéliques, ce n'est pas un traitement quotidien, c'est un traitement qu'on prend et puis on le laisse agir. Il a une durée prolongée. La durée de cet effet est à déterminer. Hein, ça peut être de quelques semaines, voire plus, quand c'est qu'on fait une introduction, mais au départ, on fait une dose unique qui dure. Alors que là, c'était une étude contrôlée contre des patchs. Et ben, les patchs, on les met tous les jours. Hein, et donc, on voit qu'on a un effet durable de la psilocybine contre le patch. Et cette étude préliminaire a donné lieu à une étude de phase 3 qui a commencé avec un plus d'un millier de patients aux États-Unis, dont on devrait avoir les résultats, je pense, dans les mois à venir. Donc, un intérêt assez intéressant, un intérêt assez important, un intérêt à suivre, en tout cas dans le tabac. Dans la dépression, je vous l'ai dit, il y a eu des études qui avaient donc montré au moins l'équivalence avec les antidépresseurs de référence. Et donc, il y a une étude contrôlée qui est parue dans le New England Journal en 2022, fin 2022, avec 3 doses de psilocybine, 1 mg, donc on pourrait dire un microdosage, mais à dose unique, 10 mg ou 25 mg. Et on voit le score de dépression qui diminue de manière extrêmement significative dans les 3 cas, mais avec un effet à la fois plus important et plus durable avec la dose de 25 mg qui est en général celle qui est retenue. À partir de cette étude, il y a une grande étude multicentrique européenne qui est en train de commencer avec une équipe parisienne qui y participe, avec des schémas un petit peu complexes aussi de doses différentes. Et puis, les groupes à faible dose pourront avoir des doses normales en phase croisée. En fait, la méthodologie est un petit peu complexe, mais donc une étude qui a commencé ou qui doit commencer. Dans les troubles d'usage de l'alcool, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, alors, comment on en est venu à s'intéresser à l'alcool? Par plusieurs moyens. D'abord, il y a eu des retours d'usagers, d'usagers de LSD ou d'usagers de champignons qui ont dit, finalement, depuis que je le prends, l'expérience que j'ai vécue fait que j'ai un désintérêt pour les effets psychoactifs de l'alcool et finalement, je m'en suis éloigné. Il y a Humphrey Osmond qui avait travaillé dessus, on l'a vu initialement aussi, et qui avait été frappé par
la similitude entre le bad trip et le délirium tremens. Et c'était dit, tiens, c'est curieux, il y a peut-être des phénomènes neurobiologiques qui sont proches. Il y a eu des études comme ça qui ont été faites, en particulier dans la première phase, dans les années 60, qui ont été un petit peu reprises dans les années 2010. Il y a eu une méta-analyse de toutes les études. Alors, il y avait 65 études, mais ils n'en ont retenu que 9, parce que la méthodologie des études dans les années 60 n'était quand même pas aussi rigoureuse qu'elle est actuellement. Et cette méta-analyse mettait en évidence un bénéfice significatif du LSD sur la consommation d'alcool à 3 ans, à la fois sur l'abstinence totale ou sur la diminution de verre qui était consommé. Et puis, dans cette méta-analyse, on voyait aussi un effet bénéfique par rapport à des produits de référence tels que la naltrexone, la clamprosate ou le disulfiram. Donc, un intérêt pour le LSD. Il y a une étude qui a été faite, qui est parue dans le JAMA, psychiatrie en 2022, qui a été faite là, avec la psilocybine et qui était donc chez des patients qui avaient une consommation excessive d'alcool. Alors, c'était des patients plutôt anglais, ce n'était pas tout à fait les mêmes consommations que la population qu'on connaît, hein, mais donc il y a certaines personnes qui mettent des réserves, en tout cas qu'il faudra revalider sur nos modes de consommation, mais en tout cas sur 93 patients, donc on voit quand même un nombre de patients qui augmente un petit peu, à 2 doses à 4 semaines d'intervalle versus placebo, ben on avait une diminution significative de la consommation à 36 semaines. Donc un point intéressant, et donc la psilocybine, là aussi, il y a des études qui vont être refaites. Il y a des modèles animaux qui ont joué sur l'assuétude, en particulier du rat, ou sur les effets neuropharmacologiques, l'injection de substances dans des sites. Enfin voilà, il y a des modèles animaux qui montrent l'intérêt. Et puis on sait qu'il y a donc 2 études, on va dire de phase 2, parce qu'elles concernent qu'une très petite population, hein, et qui ont commencé ou qui ont commencé. Alors, il y en a une qui est terminée, enfin, on n'a pas les résultats, mais les inclusions et la phase clinique est terminée. C'est celle qui s'est passée sous la responsabilité du CHU de Nîmes, donc au Gros du Roi. C'était des patients qui avaient une association de troubles de l'usage de l'alcool dans un contexte dépressif sévère, rebelle à tout traitement de référence, donc qui ont été hospitalisés 4 semaines et qui ont eu deux prises de psilocybine à 3 semaines d'intervalle, alors ce n'était pas contre placebo, mais contre une faible dose. C'est toujours le problème de ces études contrôlées, c'est qu'on s'attend, quand on explique au patient, il sait qu'il va avoir une réaction dont il peut espérer qu'elle soit intense. Hein. Donc, une microdose de 1 mg donne une petite dose, mais en général, les gens vont savoir s'ils ont eu ou pas. Donc, l'effet contrôle est un petit peu différent. Donc, cette étude est terminée, c'était hospitalisé en SSR, on va dire, et vous pourrez revoir, on vous met là aussi dans la documentation, une présentation de cette étude, alors 2 présentations de cette étude, une qui est sur une petite vidéo de Combini, présentée là aussi dans le cadre du site du CHU de Nîmes et du réseau Occitanie Addiction, qui est très bien fait, où on explique bien l'étude. Il y a un patient qui va s'exprimer, et puis on voit tout l'environnement sur lequel on va revenir, le set and setting, l'environnement sans stress apaisant qu'il doit avoir autour. Et puis une deuxième vidéo aussi d'un webinaire qui a eu lieu fin décembre, hein, que Laetitia, notre documentaliste à la pointe, nous a trouvé. Et là aussi, où la promotrice de cette étude l'explique bien et dit où on en est actuellement des premiers retours. Alors, les premiers retours, c'est des données en fin de traitement, par exemple sur l'anxiété. Bon, c'est un petit peu relatif, mais je pense que ça veut dire qu'on aura les résultats d'ici quelques mois. Et puis, il y a une deuxième étude qui commence à Paul Brousse, là aussi, avec 2 groupes un peu sur les mêmes schémas, sur 45 patients. On voit donc que c'est sur des études extrêmement, sur des toutes petites populations, dont il va falloir attendre des résultats pour avoir des études de phase 3 sur un millier de patients, qui pourra nous permettre éventuellement d'avoir cette opportunité thérapeutique pour les personnes qu'on suit. Alors, une étude sur la kétamine, là aussi, qui a été, donc c'était des injections de kétamine à 1 semaine d'intervalle, et bien on voit un bon effet. Alors, toujours avec une psychothérapie. Hein. Actuellement, le mode d'utilisation, je vais y revenir là, un petit peu en conclusion, le mode d'utilisation, c'est pas on donne le produit comme ça et on s'en va, c'est pour renforcer la psychothérapie, hein, assister la psychothérapie. Alors, est-ce que c'est le produit qui est efficace et la psychothérapie qui le renforce? Est-ce que c'est la psychothérapie qui est efficace et le produit qui facilite l'accès à la psychothérapie? Bon, ça c'est la poule et l'œuf, mais je veux dire, voilà, c'est toujours dans
dans une vision conjointe à une psychothérapie de soutien expérimentée. Donc la kétamine, on voit qu'il y a une diminution significative du score de dépression, une diminution de l'anédonie, et il y a eu, alors c'est le problème de la kétamine bien sûr, des patients dans les deux groupes, dans tous les groupes qui ont eu un usage illicite, un mésusage de la kétamine. Donc, si on veut, et puis se tenir dans les temps qu'on s'était imparti, y compris dans notre première intervention, faire la synthèse un petit peu, on voit que c'est quelque chose qui est très récent. Le problème initial, c'était la stigmatisation, et la stigmatisation en France, elle commence un petit peu à se lever à la fois dans les milieux scientifiques, qui commencent, on voit... Bon, dans les milieux de psychiatrie, d'addictologie, on voit qu'il y a des papiers qui sortent, que dans les congrès on en parle, mais dans les milieux qui sont un petit peu non spécialisés, ça reste quand même un petit peu fantasmatique. Et cette stigmatisation, elle est aussi dans le milieu général. Il y a un fort mouvement aussi des acteurs pour que on baisse le niveau de fantasme dans la population générale. Et Michel montrait encore tout à l'heure, il y a une journaliste du Nouvel Obs qui a publié un livre, encore chez Grasset, au mois de janvier, donc qui fait des interventions dans des librairies ou des réunions grand public en région parisienne, voilà, pour essayer de démystifier ces problèmes, pour pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais pour que les fantasmes qui habitent la population générale et la population totale soient relativisés, qu'on revienne à une vraie réalité. Donc cette stigmatisation, il y a un travail à faire pour revenir à des bases saines de réflexion. Il y a le problème du financement. On est là sur des coûts de financement, des coûts d'études. Alors vous allez me dire, ça ne coûte pas cher puisque c'est vieux. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut les breveter, qu'ils aient passé toutes les épreuves de sécurité, tous les tests. Et ça coûte très cher. Et donc, il y a des petites startups qui se sont mises sur le coup et qui ont breveté ces substances et qui les mettent à disposition des cliniciens moyennant financement et non anodin et moyennement attribution des données. Donc là, on peut craindre finalement qu'il y ait des big pharma qui utilisent des produits psychoactifs qui font finalement du bien commun. Alors, il y a le milieu public commence à débloquer des enveloppes. Par exemple, l'Union européenne a débloqué il y a à peine quelques semaines une enveloppe de plus de 6 millions d'euros pour la recherche thérapeutique sur les psychédéliques, justement pour ne pas être prisonnier exclusivement, pour que les cliniciens puissent travailler dans des conditions plus sereines. Le problème du set setting, je voulais dire, je liste les problèmes les uns après les autres, ça, un peu dans tous les sens, mais c'est pour faire un peu, essayer de ne pas en oublier. Le set and setting, c'est un élément extrêmement important. Ce qui a un peu biaisé, en particulier en France initialement, c'est que on considérait qu'on donnait une pilule comme un neuroleptique dans la chambre du patient et puis on attendait de voir. On sait maintenant qu'il faut que le patient soit apaisé, c'est le set, et le setting, c'est que l'environnement aussi soit calme, soit apaisant. Donc, c'est pas dans une chambre d'hôpital, c'est des chambres qui sont adaptées. On demande aux patients d'amener éventuellement une couverture ou un oreiller, une playlist musicale qu'il va écouter, des objets qui lui sont familiers. Il y a un psychothérapeute qui est présent, qui est là pour l'encadrer, pour l'écouter. Et c'est là où il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas ce risque de dérive qui a pu se trouver dans les études sur la MDMA. Et donc, des gens qui se forment. Il commence à y avoir des formations en ce sens en France. Donc, s'il y a des équipes qui sont intéressées, je crois qu'il faut qu'il y ait dans chaque équipe un membre de l'équipe qui suivent ces formations pour être opérationnel quand on pourra en disposer plus largement. Il y a des différences interétats. Il y a des approches, comme par exemple en Suisse, où la psilocybine est autorisée pour les psychothérapies assistées, pour assister les psychothérapies dans les dépressions sévères qui ont été rebelles à tous les traitements de référence. Donc on fait une demande, un peu comme une ATU en France actuellement, une demande au ministère, et puis les centres sont autorisés à l'utiliser. C'est autorisé en Australie, il y a des États américains ou au Canada qui ont certains molécules qui leur sont autorisées dans certaines conditions, alors qu'en France, pour l'instant, il n'y a que les dizaines de patients qui sont dans les études qui peuvent en bénéficier. Et finalement, le risque énorme qu'on a, c'est qu'il y ait une certaine impatience thérapeutique. Nous aussi, on a eu peu de progrès thérapeutiques, tant en psychiatrie qu'en addictologie, sur le plan, j'allais dire, pharmacologique, et donc finalement, on se dit, on a peut-être une classe thérapeutique intéressante, et le risque, c'est qu'il y ait une impatience thérapeutique, et que cette impatience thérapeutique nous dépasse et atteigne nos patients, et qu'il y ait donc finalement des dérives, des usages qui
qui échappent au contrôle, qui échappent aux bonnes règles, et que finalement on se retrouve un peu comme dans les années 60 à des usages qui risquent de porter préjudice à cette utilisation, à tout ce parcours. On sait qu'il est long, on sait qu'il doit être bien coordonné, voilà. Mais donc le risque, c'est qu'il y ait ces dérives. Et ces dérives, on les voit en particulier pour un produit, et je terminerai par là, parce que c'est à mon avis un exemple à pas suivre, qui est l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca, vous savez, c'est une merveille du savoir botanique des tribus indigènes, en particulier du Pérou. Donc c'est un breuvage qui est un mélange de feuilles d'un petit buisson qui contient de la DMT, qui a les propriétés hallucinogènes. Mais le problème, c'est que quand on l'ingère, quand on le boit, cette DMT est inactivée par les monoaminoxydases de l'estomac. Et donc, ils y adjoignent, pour bloquer cette enzyme, une liane qui est dans ce gros arbre qui est là, et que cette liane possède un inhibiteur des monoaminoxydases. Et donc, le mélange fait que le produit n'est pas dégradé et donc peut faire son effet hallucinogène, qui est un effet hallucinogène extrêmement puissant, un effet psychédélique plutôt, extrêmement puissant. D'abord, une tolérance, il y a des vomissements. Stéphanie Chaly, elle avait essayé, la journaliste du Monde, elle dit que ça lui rappelait les vomissements de ses chimiothérapies. Donc, on voit que c'est quand même assez important. Et puis ensuite, il y a souvent une expérience. Alors, c'est pas systématique, hein, mais souvent une expérience un peu de sortie de soi-même. Alors, quand c'est dans la jungle, on se retrouve dans la jungle, on se trouve ramené à sa petitesse, on se trouve confronté au monde tel qu'il est. Donc, c'est une expérience extrêmement puissante. Moi, je suis un peu un adepte, un élève de Claude Lévi-Strauss, et je trouve ça extrêmement important de reconnaître le savoir indigène, d'être respectueux de ce savoir, voire même de vouloir en faire de manière très humble l'expérience. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a deux dérives qui sont faites. La première, c'est sur une espèce de tourisme chamanique dont on n'est pas sûr qu'il profite, qui probablement ne profite pas totalement aux populations locales. Et le deuxième, c'est qu'il y a une espèce de tourisme thérapeutique, voire... Alors, tourisme au Pérou, mais enfin qui a été aussi rapporté dans les pays occidentaux, avec des cures, des retraites qui sont faites par des thérapeutes autoproclamés et dont on ne connaît pas bien à la fois la compétence, l'environnement et si l'usage il est autant mercantile que véritablement thérapeutique. Il faut savoir que si on veut faire une expérience thérapeutique parce qu'on est en échec de toutes les prises en charge qu'on a et qu'on fait cette expérience psychédélique seul ou mal accompagné, la réponse, elle peut être beaucoup plus catastrophique. On peut se retrouver dans un état beaucoup plus inquiétant. Enfin, finalement, pour moi, tout a échoué. Hein, je veux dire, donc, je ne suis plus rien. Voilà. Donc, moi, c'est un petit peu l'angoisse. Donc, il faut être très prudent à tous ces échappements de thérapeutique qui ne seraient pas sous un contrôle de connaissances qu'on puisse maîtriser. Voilà. Voilà, c'était un peu la fin de la présentation. On a parlé la dernière fois dans le débat aussi des limites d'utilisation. Alors, c'est vrai qu'il y avait une question sur les contre-indications, les limites. Donc, les contre-indications, elles sont les pathologies cardiaques. Hein. On considère qu'il peut y avoir quand même, sur le plan cardiaque, des risques de syndrome sérotoninergique dans certains cas qui peuvent être très mal tolérés. Donc, c'est contre-indiqué en cas de pathologie cardiaque. En tout cas, les cardiaques ne sont pas inclus dans les études. Et pareil, les psychoses sévères ou tous les états psychotiques et éventuellement limites sont quand même une réserve extrême et doivent nécessiter une très grande vigilance. Il y a aussi des interactions médicamenteuses. On voit qu'on joue sur le système sérotoninergique. Donc, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, l'association doit être bannie. Et dans toutes les études, ce qui est un peu compliqué, hein, puisqu'on va prendre des patients souvent dépressifs et on va leur demander d'interrompre les inhibiteurs de la recapture pendant 5 semaines environ. Hein. Donc, il faut qu'ils acceptent aussi ce sevrage thérapeutique. Donc, ça fait partie. L'alcool, hein, l'association à l'alcool, l'association à un certain nombre d'autres produits. Alors, moi, je vous recommande, mais on vous le met aussi dans la documentation, le manuel de réduction des risques des substances psychédéliques. Donc, on vous la mettra dans la documentation qu'on vous joindra, qui a été fait par la Société psychédélique française. Pour tous ceux qui s'intéressent à ce problème, je vous propose de suivre cette société psychédélique française qui est à la fois des chercheurs de sciences humaines, des médecins, des psychologues, et alors ils ont un site, mais qui est
pas tellement bien actualisé. Le mieux actualisé, à mon avis, c'est leur page Facebook. Il y a des mises au point de la revue de la littérature. Il y a des informations de manière très régulière, des informations sur toutes les conférences qui se passent, des informations sur les données des études, des informations sur le recrutement des études, donc si certaines sont intéressées, des informations sur les formations qui se font dans différentes universités qui commencent à s'ouvrir. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous conseille de vous connecter ou éventuellement de vous abonner à cette page qui vous tiendra bien informé. Voilà, on va vous remettre, grâce à Laetitia, une très bonne documentation. Et ça, finalement, c'est une introduction à cette documentation, je pourrais dire. Merci à vous. Merci à tous. Voilà, et ben merci beaucoup Michel. Donc je m'aperçois qu'on a fait les choses à l'envers. On n'a même pas présenté Michel au départ. Donc Michel est un gastro-entérologue qui a travaillé pendant très longtemps à Lyon et qui maintenant travaille à Marseille, à Orange. Ouais, ça me tourne la tête toutes ces choses. Et qui maintenant travaille à un XAPA avignonnais comme addictologue et donc qui n'a aucune relation avec l'industrie pharmaceutique et qui a quand même écrit certains livres qui sont assez intéressants à mon avis. Donc, comme on vous l'a dit, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ce qui a été dit, à mon avis, c'est qu'effectivement, on est dans une recherche actuellement, une recherche qui semble avec des résultats préliminaires qui sont intéressants. Après, moi, quand Michel parlait, ça me rappelait les débuts de la prise en charge des addictions aux opiacés en France, où on est pendant très longtemps resté avec un certain nombre de places de méthadone qui étaient restées cantonnées dans un petit service, mais qui sont restées trop longtemps avant d'être diffusées, parce qu'on savait que ça marchait. Et il y a un moment où il faudra que ça s'ouvre, mais bon, on peut espérer qu'on va apprendre de ce qui s'est passé auparavant pour que ça aille plus vite et d'une manière plus intéressante. Donc, n'essayez pas, vous, de votre côté, d'utiliser ces produits. C'est évidemment, pour le moment, une piste, mais pas encore définitive. Donc, vous allez recevoir un document qui retrace, donc, enfin, avec toute la bibliographie que nous a préparée Laetitia. Vous aurez aussi le PowerPoint de cette présentation. Et comme vous êtes maintenant inscrit sur les listings des Arts Cafés, vous recevrez les prochaines invitations pour les matins, mardi matin de 8 à 9. Voilà, et ben, portez-vous bien et merci encore, Michel. Merci à vous. Merci. À bientôt, au revoir.